Alors, est-ce qu'on serait pas devant le film événement de l'année? Réponse tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui on revient sur ma plus grosse attente de l'année, Dune, partie 2. Ça faisait des mois qu'on l'attendait, il a été retardé à cause de la grève des scénaristes, mais il est enfin là, et ça fait du bien. Bordel de merde. C'est quoi, bordel? Bon, pour rappel, j'avais adoré la partie 1, pour moi c'était le film de l'année 2021, il n'avait pas volé toutes ses récompenses aux Oscars. D'ailleurs, si vous voulez revoir mon avis sur la partie 1, le lien se trouve ici. À la réalisation, bien évidemment, on a toujours la présence de Denis Villeneuve, et au casting, on conserve ceux qui sont pas morts dans le premier, à savoir Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista et bien d'autres. Et dans les petits nouveaux, on a Austin Elvis Butler, Florence Pugh, Léa Seydoux. Oui, elle est absolument partout. Et surtout, la légende Christopher Walken en empereur Saddam IV. Quand la coupe est pleine, faut savoir la boire, Saddam. Et les amis, je peux vous dire que j'ai pris une claque dans la gueule aller-retour. Suivi d'un coup de genou dans les génitales. Et c'est un putain de bon film, j'avais pas ressenti ça déjà depuis le premier, mais peut-être depuis mon visionnage du Seigneur des Anneaux au cinéma. Je trouve qu'on renoue enfin avec ces films événements, ces grandes fresques adaptées de la littérature comme le Seigneur des Anneaux, et honnêtement, le visionnage est quasi indispensable en salle pour pouvoir profiter au mieux de l'expérience. Vous savez, c'est le genre de film où vous savez que dans 10 ou 20 ans, vous pourrez dire à une jeune génération « À l'époque, je l'ai vu en salle, et c'était incroyable ». J'étais là il y a 3000 ans. Ce film n'a aucun mal à mettre à l'amende quasi tous les films de SF sortis ces dernières années, hormis peut-être Avatar 2, même s'il n'a pas à rougir face à lui. En termes de SF, c'est très simple pour moi. On a Dune au cinéma et on a Fondation à la télé. Mais entrons un peu plus dans le détail, voulez-vous? Et ce qui m'a sauté aux yeux, première scène, c'est... Oh putain, la photographie est magnifique! C'est à couper le souffle. Là où tu vois du sable, imagine de l'eau. Si tu plonges, tu peux même pas toucher le fond. Tu plonges dedans? Ouais, ça s'appelle nager. Je te crois pas, arrête. Pour vous dire, c'était une scène qui se passait à la tombée de la nuit, et les plans, l'étalonnage étaient parfaits pour faire ressortir le sable. J'avais l'impression de voir Lawrence d'Arabie, un des seuls films qui a jamais réussi à rendre le désert vivant. Et si on n'arrive pas à dépasser David Lean, Denis Villeneuve arrive au moins à l'égaler. Puisque comme dans le premier, le désert paraît vivant et toujours parsemé de dangers, et il y a plusieurs manières de le filmer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait qu'à certains moments, on a volontairement cramé les blancs pour accentuer cet effet de lourdeur, de chaleur. Je pense aussi au combat de fin qu'on a filmé à contre-jour dans une ambiance sombre, et c'était magnifique. Que ta dague se brise en 1000 morceaux. Cette photographie, on la doit à Greg Fraser qui opérait déjà sur la partie 1 et qui a travaillé notamment sur The Batman, The Creator, Rogue One. Rien que ça. Pour la mise en scène, c'est toujours excellemment mené par Denis Villeneuve qui arrive toujours à travers des plans de caméra inspirés à nous faire ressentir le danger et l'immensité de la planète Arrakis. Les ténèbres d'Arrakis recèlent bien des secrets. Mais le plus sombre de tous demeure peut-être. La fin de la maison Atreides. Il y a des scènes marquantes, les scènes de bataille sont prenantes. La scène que je retiens vraiment, c'est surtout celle de la première montée sur le gros ver des sables. J'avais le cul serré, là t'en prends plein la tête, l'image, le son, puis d'un seul coup t'as la musique. Oh putain, et là, t'exploses littéralement. Pas de fantaisie. Bien que la bande-annonce nous avait déjà montré cette scène. Les scènes d'action sont plutôt bien disséminées tout au long du film puisque le héros mène une vraie guérilla contre l'occupant. Et la bataille finale, bordel, on avait eu la charge des Rohirrim dans le Seigneur des Anneaux, mais là, on a eu la charge des vers géants. Mais je vois un chemin. Il y a une toute petite brèche. Si le rythme du film est quand même beaucoup plus soutenu, on n'échappe pas à quelques moments contemplatifs plutôt bienvenus d'ailleurs. Gimmick un petit peu du réalisateur, on est là, on contemple le sable d'Arrakis. Mais rassurez-vous, ceux qui avaient trouvé le premier film un peu long, vous pourriez être surpris justement par ce deuxième épisode. Je dirais quand même qu'on a une légère baisse de rythme au moment où l'histoire se déroule sur la planète Harkonnen,
mais ça passe, c'est du chipotage. Par contre, je sais pas si ça vient de moi, mais j'ai l'impression qu'on a mis une attention particulière dans la mise en scène pour travailler les reflets. Je pense notamment à une scène au début du film dans un temple Fremen où on a fait attention à ce que le reflet de la pièce soit parfaitement symétrique avec un énorme bassin. Autre exemple, c'est l'arrivée de l'empereur sur Arrakis. Son vaisseau est comme une grosse boule miroir qui reflète le paysage. Alors est-ce que tous ces reflets, c'est fait pour représenter la personnalité ambivalente de Paul, les différents choix qu'il devra faire entre le bien et le mal? Je ne sais pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les effets spéciaux sont parmi les plus réussis que j'ai jamais vus. À aucun moment tu vois le fond vert, l'incrustation. C'est beau putain! Allez, les seuls moments où on peut chipoter, c'est lorsque les personnages sont sur le ver géant, t'as la caméra qui les filme de côté et on voit que le sable qui est dégagé suite au passage du ver géant fait numérique. Mais voilà, c'est vraiment pour chipoter. Au niveau de la musique, j'ai l'impression qu'on n'en utilise qu'une, le thème de Paul, mais utilisé de bien belle manière, au moment opportun. Mais il y a certaines scènes même où je me disais, mais on n'a pas de musique, ça fait bizarre, mais à contrario, on a vraiment travaillé les ambiances et le sound design. Au niveau du scénario, n'ayant pas lu les bouquins, je ne saurais pas vous dire si c'est une adaptation fidèle, du moins j'en ai l'impression d'après ce que j'ai lu. En tout cas, sachez que je suis entré directement dans l'histoire, en fait ça reprend juste après la fin du premier, ça pourrait être la scène d'après. Du moins, c'est la scène d'après. On poursuit le voyage initiatique du héros, où après avoir franchi une étape, il est pris en charge par un mentor pour pouvoir enfin accomplir son destin. Dans cet épisode, on en apprendra bien plus sur les Fremen, sur leurs traditions, sur leur manière de vivre. On en apprendra également plus sur l'Empire, sur l'Empereur lui-même, sur sa fille, sur les liens entre les grandes familles, Atréides, Harkonnen, et puis on verra même une autre planète, on en verra même deux, celle de l'Empereur et celle des Harkonnen. Ce que j'ai adoré, c'est le développement du personnage de Paul. Ce personnage qui entrevoit son avenir et ce que ça peut engendrer comme catastrophe et qui va lutter de toutes ses forces pour l'éviter. Ce monde est d'une cruauté sans nom. Ça m'a un peu fait penser au destin de Jésus, mais notamment le Jésus qu'on peut voir dans la dernière tentation du Christ de Martin Scorsese, celui qui connaît son destin et qui ne veut pas l'affronter avant de l'embrasser finalement. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans le film, le personnage de Paul est considéré comme un prophète, avec ses 5 surnoms, Usul, Muad'Dib, Kwisatz Haderach, etc., etc. Le prophète, pourquoi ce serait une mauvaise chose? Il faut t'en servir. Parce que toutes mes visions laissent présager des horreurs. Parce que tu perds le contrôle. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est que la condition de prophète est remise en cause par une partie des Fremen. On a toute une interrogation entre le fanatisme, l'allégeance et puis tout ce qui fait aussi la propagande pour disséminer des idées qui a des résonances très actuelles. Et j'ai adoré le personnage de Dame Jessica, la mère de Paul. Vous verrez, elle est plus vicelarde que dans le premier, puisqu'elle utilise son fils pour assouvir sa vengeance, mais aussi pour assouvir ses propres ambitions. Ton père ne croyait pas à la vengeance. Et hormis le questionnement sur le fanatisme, on a aussi eu un questionnement sur qui tire vraiment les ficelles dans les pouvoirs tyranniques. Je ne m'y attendais pas, mais on a aussi toute une interrogation sur la force atomique. Si un groupe de dissidents venait à s'emparer d'une bombe nucléaire, comment ça pourrait redéfinir les forces en présence, redéfinir l'équilibre mondial, ou là, dans le cas galactique. Celui qui peut détruire une chose en a le contrôle. Si on passe à l'acting, le petit Chalamet m'a impressionné. Il est bon ce con. Il incarne parfaitement le personnage et malgré sa petite carrure, il arrive vraiment à dégager quelque chose de charismatique et d'inquiétant. Et vous allez rigoler, mais il y a une scène, vraiment, je vous dis, il y a Timothée Chalamet dans le rôle de Paul qui arrive en mode badass dans le noir et qui va foutre la trouille au personnage de Dave Bautista. Ça arriverait jamais dans la réalité, mais dans le film, ça fonctionne parfaitement. Zendaya, dans le rôle de Shani, fait parfaitement le taf. Elle est évidemment beaucoup plus présente que dans le premier épisode, mais elle s'en sort bien. C'est pas la plus marquante, mais ça va. Parce que Rebecca Ferguson, elle, oh my god, elle est impériale, tout en subtilité, tout en sournoisie. Elle arrive parfaitement à faire le switch émotionnel entre la gentille maman et puis l'espèce de sorcière là du Bene Gesserit. Enfin vraiment, la meilleure performance, peut-être que c'est elle qui l'a. Bravo madame. Javier Bardem est également excellent. Austin Butler qui prend la relève de Sting dans le rôle de Feyd Rautha. Excellent et très inquiétant. Et sans slip.
Pour le reste du casting, il n'y a rien à dire, c'est également excellent, mais disons que leur temps d'apparition à l'écran est quand même bien inférieur aux autres, et c'est quand même difficile de comparer par exemple la prestation d'un Timothée Chalamet avec celle de Christopher Walken, vu qu'ils n'ont vraiment pas le même temps d'apparition à l'écran. Mais ça fait bien sur l'affiche. Pour finir, je ne sais pas si ça se passe comme ça dans le bouquin, ou si Denis Villeneuve compte tourner la suite rapidement, mais putain, ça coupe net, bordel, hein. T'es là, ah bah c'est fini, et puis surtout c'est que t'en redemandes tout de suite. En bref, je ne saurais dire si c'est un chef-d'œuvre pour le moment, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, il est très bien parti, c'est comment disent les jeunes, c'est un banger, voilà. Mais en tout cas pour moi, ces 2 épisodes sont une réussite totale et je ne peux que vous inviter à foncer voir cette partie 2 en salle. C'est vraiment génial, vous allez en prendre plein les yeux et n'hésitez pas à me faire surtout vos retours d'expérience de salle, si vous l'avez vu en IMAX, en 4DX, ce que vous voulez. N'oubliez pas le petit like, le petit abo et on se dit à bientôt!